Éco-Afrique. 26 minutes d'économie africaine en particulier. Un rendez-vous hebdomadaire pour déchiffrer et analyser l'actualité économique africaine. Chers auditeurs d'Afrique FM, vous écoutez Éco-Afrique, l'émission qui décortique l'économie africaine pour vous. Aujourd'hui, numéro spécial sur l'économie kenyane. Le Kenya, ce pays de l'Afrique de l'Est qui possède une économie assez dynamique. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette économie avec Mahfoud Koubi, notre analyste en économie. Bien le bonjour à vous, Mahfoud Koubi. Bonjour Abdelmalek. Bonjour, Samuel Akizimana est avec nous également, chef d'entreprise. Samuel Akizimana, bien le bonjour à toi. Bonjour. Bonjour, Mazouara Al-Hiani, chef d'entreprise aussi, est avec nous. Bien le bonjour à toi, Mazouara Al-Hiani. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais, notre sujet d'aujourd'hui c'est le Kenya, l'économie kenyane. Quelles sont les spécificités de l'économie kenyane? Je commence par vous, Samuel Akizimana, spécialiste de l'Afrique de l'Est. Oh, c'est très fort ça, spécialiste de l'Afrique de l'Est. L'économie du Kenya, c'est déjà, moi je dirais, c'est après l'Éthiopie, c'est la deuxième puissance économique au niveau de l'Afrique de l'Est. C'est une économie un peu, on peut dire, elle est un peu diversifiée parce qu'on peut retrouver le côté un peu agricole, etc., technologique, etc. Donc il y a un peu cette variété qui est un peu, donc ils sont pas calés sur un seul, on peut dire un seul secteur. Par exemple, il y a le côté touristique qui est en pleine évolution parce que tout le monde parle de safari au niveau du Kenya. Il y a le côté technologique où on peut parler, par exemple, le start-up, c'est le Kenya qui est le premier au niveau de l'Afrique concernant le start-up en Afrique. Donc, il y a un hub technologique. On peut parler sur le côté énergétique où ils sont en train aussi d'investir dans l'énergie verte où il y a plus d'investissement au niveau une nouvelle transition énergétique dans le pays. Exactement. On peut parler sur le côté agriculture où on peut dire que plus de 60% de la population kenyane aussi ils sont dans le domaine de l'agriculture. C'est-à-dire que c'est une économie assez varié et où on voit aussi qu'il y a un côté développement où le gouvernement favorise aussi à ce qu'il y ait cette diversification et surtout ils font appel aussi surtout à des investisseurs étrangers. C'est pour ça on va remarquer par exemple qu'il y a l'implantation des plus grandes sociétés au monde comme les Google, Facebook, etc., Meta qui sont au niveau du Kenya. C'est-à-dire que c'est une économie assez diversifiée et aussi qui est très attrayant pour les investisseurs étrangers parce qu'on peut parler aussi sur le côté un peu stabilité. Parce que nous savons que l'art de la guerre en Afrique, c'est l'instabilité. Mais si on parle de côté économique au niveau du Kenya, on voit qu'il y a un peu cette stabilité au niveau du Kenya, ce qui attire plus des investisseurs à vouloir aller s'installer au niveau du Kenya. Et surtout, sur le côté aussi administratif, c'est très intéressant. Parce que si on regarde le Kenya, quand on parle de la technologie au niveau du Kenya est très évoluée. C'est-à-dire qu'on peut créer une société en une journée au Kenya. Ça, je vous le préviens. Il suffit d'avoir les documents qu'il faut et on le fait en ligne et ça sort. Donc c'est un pays où, et surtout le mode de paiement, par exemple, ils utilisent plus le mode de paiement électronique, etc. C'est un pays où il y a des facilités qui encouragent à ce que les étrangers puissent s'implanter. Donc c'est une économie assez riche. Mazouara Al-Hiani, votre avis, quelles sont les spécificités de l'économie kenyane? Qu'est-ce qui fait que l'économie kenyane aujourd'hui est une économie très dynamique en Afrique de l'Est? Oui, Samuel, en fait, je pense qu'il a évoqué les secteurs. Il a évoqué les secteurs. Le spécialiste a fait le tour. De l'Afrique de l'Est. Donc, je dirais que le Kenya, c'est un pari réussi de la stabilité, de diversification économique surtout, parce que c'est l'un des pays qui ne dépend pas d'un seul produit, comme la plupart des pays africains qui dépendent par exemple du pétrole ou du gaz ou autre, mais c'est un pays qui a su diversifier son économie et c'est un pays aussi qui, je dirais que contrairement à certains pays, à la majorité des pays où les colonisateurs ont fait des ravages, où on détruit les pays, les Britanniques quand même ils ont laissé quelque chose de bien. Par exemple la ligne ferroviaire, etc. C'est un plus qui était laissé pour le Kenya, qui a été utilisé à bon escient pour les produits, pour l'économie. Et donc le Kenya aujourd'hui c'est l'un des premières puissances économiques de l'Afrique de l'Est, notamment avec les startups, notamment avec les entreprises de la technologie. Et on s'ajoute à ça l'agriculture aussi, les énergies vertes, comme Samuel a parlé, je pense que c'est 65% des énergies
utilisées au Kenya, c'est des énergies vertes quand même, c'est quelque chose de bien. Aujourd'hui, le Kenya, c'est l'une des puissances économiques, comme je dis, de l'Afrique de l'Est. Et toute cette dynamique-là, elle s'inscrit à long terme parce que il a investi en fait dans des infrastructures qui lui ont rapporté et qu'ils vont rapporter à l'avenir. Donc même, c'est un pays qui attire des investisseurs étrangers. Ils encouragent l'investissement. Samuel l'a dit aussi que en une journée on peut créer. Tout ça, c'est cette fusion ou ce mélange entre la technologie, modernité et aussi la numérisation. Le vouloir. Oui. Chaque secteur est numérisé. N'est-ce pas une bonne chose de numériser les secteurs, Mahfoud Kobie, aujourd'hui en Afrique? C'est une priorité peut-être? C'est une condition de réussite en tout cas. Peut-on réussir son numérisation au XXIe siècle? Moi, je dirais que le pari est perdu d'avance pour ceux qui ne s'inscrivent pas dans les logiques de numérisation. La numérisation est un instrument qui permet aux pays en voie de développement ou se développer de rattraper le retard. D'accord? La preuve en est. Le Kenya est en train de prouver, encore une fois, quand on est conscient des défis, quand on prend les bonnes décisions, quand on opte pour une bonne gouvernance, et on organise bien le dosage entre les facteurs de production, on s'ouvre d'une manière intelligente à l'investissement étranger, les résultats ne se font pas trop attendre, les résultats sont palpables, ils sont concrets, et que depuis pratiquement 7 ou 8 ans, le Kenya est en train d'amorcer une croissance. Je pense que le Kenya atteindra une croissance à 2 chiffres sur 2-3 ans, ce qui est annonciateur d'une réussite économique certaine, en tous les cas. La transformation, la modernisation de l'économie kenyane est quelque chose de concret. Numérisation, utilisation de tous les itinéraires. Quand on voit la croissance du secteur agricole, moi je suis vraiment satisfait de ce qui est en train de se faire, et c'est une preuve. Grâce aux nouvelles technologies. Ah ouais, tout à fait. C'est-à-dire il y a eu une croissance équilibrée, c'est-à-dire tous les secteurs travaillent en parfaite symbiose. On a l'impression que tous les secteurs... C'est une synchronisation. Ça prouve qu'il y a une bonne gouvernance, que les choix sont bien faits. La question, moi je disais toujours que la question de la croissance se conjugue par rapport à 2 éléments. 1, la synergie. 2, le rythme. C'est comme une symphonie en tous les cas. Il faut avoir le bon rythme et que la synchronisation entre les différents secteurs, les différents musiciens, soit bonne pour qu'on puisse avoir une bonne qualité. Et c'est la même chose. Maintenant, la croissance n'est pas observée uniquement dans un secteur, mais il y a un effet d'entraînement qui se fait dans tous les secteurs d'activité, ce qui prouve que les connexions sont établies et que cette numérisation n'est pas uniquement l'instrument, elle est le modèle de réflexion qui motive les processus de transformation du Kenya. Est-ce que c'est un exemple à suivre, le Kenya, aujourd'hui? Je dirais oui, sans hésitation. Sans hésitation, en termes d'expérience réussie, c'est un des éléments, sans qu'il soit le modèle parfait, mais c'est un modèle qui doit inspirer, à l'instar de l'Éthiopie, à l'instar du Ghana, plus ou moins aussi, qui est en train d'amorcer une... je dirais que la surprise nous viendra aussi de l'Égypte. Exactement. Rappelez-vous très bien, ça fait plus d'1 année, on disait, la situation était très difficile en Égypte, on le disait. Beaucoup ne croyaient pas ce qu'on disait, mais aujourd'hui, la douleur, le travail sont les voies et l'organisation, la stabilité. Samuel le disait aussi la dernière fois. Donc stabilité, travail et dosage, bon dosage en termes de partenariat. Parce que, encore une fois, l'effet accélérateur viendra de bons partenariats. Et ce qui est bien au Kenya, c'est qu'il
il y a des partenariats aussi bien avec la Chine qu'avec le monde occidental. Oui, exactement. C'est ça, exactement. Il y a un pays qui me vient en tête, qui pourrait peut-être suivre le même schéma que le Kenya. C'est déjà une puissance économique en Afrique. Il s'agit du Nigeria, de l'autre côté de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest. Mais le Nigeria a ce problème de dépendance, forte dépendance aux hydrocarbures. Ouais. Donc, on remarque comment pourrait peut-être le Nigeria, selon vous, Mahfoud Kaoubi, vous qui êtes analyste en économie, comment le Nigeria pourrait faire peut-être pour sortir de cette dépendance des hydrocarbures et suivre le modèle kényan? Oui, cette malédiction, en tous les cas, la malédiction des hydrocarbures. Le syndrome hollandais. Le syndrome hollandais. Parce que ça nourrit, la malédiction des hydrocarbures vient du fait qu'elle nourrit les logiques rentières. Et qu'elle chasse la rationalité et qu'elle développe l'esprit qui est loin des fondamentaux économiques. Donc la rente. Et puis, ça chasse aussi la capacité de se mettre autour d'un projet commun. On est dans des logiques beaucoup plus revendicatives. Chacun demande sa part de la rente, au lieu de se concentrer sur les logiques les plus importantes, c'est comment créer la richesse. Oui. L'économie, je l'ai toujours dit, répond à 2 questions fondamentales. Comment créer la richesse et comment la répartir. Dans des économies rentières, donc pétrole, on est beaucoup plus dans le comment se répartir que comment produire. Alors que en termes de timing, je reprends une phrase qu'un de nos professeurs nous disait souvent, Ahmed Hani en l'occurrence, et il nous disait il faut poser la première question qui est celle de comment créer la richesse pour poser la deuxième. Pour ceux qui ont compris la chronologie, voilà. Donc ceux qui font du développement, ils ont su la chronologie de se poser des questions et d'y répondre. Malheureusement, pour revenir au Nigeria, il y a des problèmes ethniques, il y a des problèmes de surpopulation, etc. Mais les logiques rentières créent cette myopie en matière de vision et chassent la rationalité de manière extraordinaire, d'autant plus quand on est dans des pays sous-développés. Exactement. Samuel Akizimana, concernant justement la stabilité dans le Kenya, on a vu que le Kenya a vécu une toute petite instabilité avec les manifestations qui ont duré 2-3 mois. C'était à cause justement de la situation économique, financière du pays, pas économique. Est-ce que la stabilité aujourd'hui est un levier pour le développement économique ? Oui, bien sûr, parce que là où il y a la paix, il y a la sécurité, tout le monde y va. C'est ça, c'est l'art de la guerre, on peut dire, parce que toute personne qui veut mettre son argent quelque part, il doit le mettre là où il y a cette paix, il y a cette sécurité, parce que tout le monde veut un retour sur investissement, et pour avoir un retour sur investissement, il faut avoir certains critères qui sont établis. Et au niveau du Kenya, ce qui est très important, c'est qu'ils ont su garder, parce que c'est un pays, on peut dire parmi les pays, si on regarde au niveau de l'Afrique de l'Est, il y a certains des pays qui ont eu à avoir certaines guerres, etc. Mais au niveau du Kenya, on se rend compte que c'est un pays assez stable. Et on peut remarquer, et surtout que ça, je vais faire un petit clin d'œil aux pays qui ont été colonisés par les Français ou donc les personnes qui parlent français. En fait, on va se rendre compte que plus dans les régions où des personnes qui parlent français, il y a eu toujours des guerres bizarres et techniques, etc. Par contre, dans les pays où c'était plus anglophone, on va se remarquer que il y a eu plus le côté ouverture et développement. Ça, c'est juste pour le dire. C'est ça pourquoi parce que je pense que les gens qui parlent français, ils parlent trop. Ils agissent pas. C'est un problème de langage ou de raisonnement. Raisonnement. Les uns sont pragmatiques, les autres. Exactement. C'est un problème de raisonnement. C'est plutôt ça. Non, mais c'est vrai, cette capacité, parce que le Kenya montre que quand on a un projet, malgré les insatisfactions, des émeutes éventuellement temporaires, le projet arrive à convaincre. Exactement. Et pour construire du développement, on a besoin d'un État fort et juste. Fort techniquement déjà, ce n'est pas uniquement la matraque et le châtiment,
fort techniquement par un projet, c'est-à-dire arriver à fédérer, arriver à convaincre, et justement avoir la capacité de démontrer aux populations que le prix du sacrifice, c'est le développement. Et quand on a une feuille de route sur 3 ans, sur 4 ans, on ne se limite pas à promettre aux gens, mais justement à changer leur vécu dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des réseaux, dans le domaine du transport. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une légitimité par le fait et non pas une légitimité par la parole uniquement. Oui. Et ça, justement, pour revenir à cette section de langage, franco ou britanno, je ne sais pas, le problème, ce n'est pas l'expression, ce n'est pas le mot, ce n'est pas la langue, c'est la logique de raisonnement. Oui. Et c'est la cohérence qu'on produit. Si on n'importe la langue, si on est on est impliqué à changer, quand on fédère et quand on met les moyens qui sont l'excellence, systématiquement, on arrive à produire du changement. Le Kenya le démontre. Il y a d'autres pays francophones qui ont fait démontrer qu'il y a du changement. Exactement. Et si je voulais ajouter quelque chose à cela par rapport à ce que M. Karoubi était en train de dire, c'est que le Kenya aussi, c'est un pays qui avait la vision 2030. Ouais. Et c'est la vision et la planification à long terme. Ça a commencé depuis 2008. Donc depuis les années 2000, le Kenya déjà a commencé à travailler sur ses stratégies économiques à long terme. Ouais. Et ça, c'est un exemple. Il a prouvé en fait. C'est pas des paroles, c'est pas juste une planification ou un plan sur papier. C'est pas des projets sur papier, mais ils voulaient améliorer tout ce qui est industrie, tout ce qui est agriculture, tout ce qui est tourisme. Et aujourd'hui, ils commencent à récolter les fruits. Ils commencent à récolter ce qu'ils ont semé déjà. Donc c'est quand même important à le dire parce que il y a beaucoup de pays. Vous dites, voilà, c'est quelque chose de très important. Exactement. C'est que la voie de la réussite passe par une bonne stratégie, une bonne planification, un bon mode opérationnel et surtout une mobilisation de tous les acteurs autour d'un objectif, et donc de différer le long terme. Le long terme, oui. C'est l'exemple aussi. Quand on veut changer, c'est le long terme. L'investissement, c'est une question de long terme. En fait, il faut se tourner vers l'avenir et pas le passé. Tout à fait. Nous, l'handicap, c'est quoi? C'est le passé. On reste focalisé sur le passé. La création de pleurnichards. Et la deuxième des choses, c'est le court terme. On veut récolter immédiatement. Ça ne se passe pas comme ça. Même l'Égypte, on parlait de ça en fait. En économie, quand ça fait mal, c'est là où on s'attend à une croissance et à une augmentation dans la croissance économique. Tout à fait. En fait, une des choses aussi, il faut regarder avec le Kenya, c'est pas un hasard, parce que si on a parlé dans l'autre mission où on disait le Kenya s'apprête à dépasser l'Éthiopie, mais si on regarde sur le côté, par exemple, les hubs aériennes actuellement, c'est le Kenya et l'Éthiopie. Si on regarde les sommes qu'ils sont en train d'investir, c'est une concurrence réelle. C'est-à-dire que au niveau par exemple, au niveau, je vous dis la vérité, si vous voulez voyager au niveau de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale, etc., il y a deux compagnies. C'est Ethiopian Airlines et Kenya Airways. C'est-à-dire que c'est eux qui sont en train de se battre les marchés. Si on parle sur le côté industrialisation, les industries kenyans, au fait, eux, leur marché, c'est au niveau de l'Afrique de l'Est. Parce que eux aussi, ils ont développé des industries. Ils essayent maintenant d'exporter. Ils exportent où? Au niveau des pays d'Afrique de l'Est. Une des choses aussi, ils exportent aussi du café. Donc, c'est-à-dire que c'est des pays qui ont des stratégies bien planifiées, ils investissent dedans. Si on regarde les sommes qui sont investies, c'est colossal. Et si on regarde à travers tout ça, c'est là où on revient en disant, on va toujours voir que ils ont fait des prêts au niveau de la Banque mondiale, au niveau du FMI, etc., etc. Il y a des conditions, etc. Mais il faut regarder où ils investissent et quels sont les résultats de leurs investissements. Par contre, il y a certains pays, sans citer des noms, on voit qu'ils font des prêts au niveau de la Banque mondiale ou bien de FMI. On sait déjà les conditions sont désastreuses. Mais par contre, tu vas jamais voir le résultat pendant 10 ans. Tu te demandes, mais ils ont demandé des prêts évalués à 20 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, mais sans résultat, sans projet réel sur place. Ce qui montre que que ce soit les Kenya ou l'Éthiopie, ces pays-là, ils ont des stratégies bien claires et nettes, comme ils ont pu dire avec l'Égypte aussi. On voit que il y a du travail qu'ils sont en train de faire, et on voit le récolte de leur travail. Donc c'est pas par magie, parce qu'en Afrique, on pense toujours, on a ce principe-là du magie. On aime que les choses se fassent bracabadra boum, c'est pas quoi, ça se passe, c'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il y a du travail qui est fait en amont, et ce travail, ça prend du temps. Et on récolte des fruits de ce qu'on a sémé.
Exactement. Et ça nous laisse poser cette question, Mahfoud Koubi, peut-être sur le rôle de ces associations, pas associations, mais ces communautés économiques régionales, telles que la CEDEAO, la communauté de l'Afrique de l'Est. Ils ont un rôle à jouer aussi, Mahfoud Koubi, dans l'émancipation des pays. C'est important. Maintenant, c'est comment sont formés ces groupements. Et à quelle est leur feuille de route, c'est ça le plus important. Parce que ces organisations l'Afrique nous montre encore une fois que la logique de formation des groupements par le haut n'est pas le moyen le plus approprié pour créer des groupements. Donc quand il y a des logiques par le bas, quand il y a des logiques de complémentarité, la communauté de l'Afrique de l'Est est en train de nous le prouver aujourd'hui. Hier, c'était la CEDEAO. Malheureusement, avec tout ce qui se passe comme déchirement, la CEDEAO est en perte de vitesse, quand bien même il faut capitaliser les expériences et aller vers l'avant. Donc, les groupements, c'est plus d'espace, c'est plus de moyens, c'est plus d'opportunités. Et au jour d'aujourd'hui, aucun pays ne peut assurer à lui seul un rythme accéléré de développement s'il ne s'inscrit pas dans une logique de pôle. Le développement se fait en pôle. L'Europe, hier, nous l'a démontré, l'Union européenne, le nord des États-Unis, donc États-Unis déjà, d'accord, mais États-Unis, Canada, Mexique, etc. Donc même si aujourd'hui il y a des tensions entre les États-Unis, le schéma le plus extraordinaire à méditer, à suivre, c'est celui du sud-est asiatique. Là. C'est encore une fois, avec une capacité d'adaptation extraordinaire. Ce que fait cette région du monde est un modèle de réflexion, d'anticipation, de logique de veille, de travail, etc. C'est-à-dire, même avec les contraintes des droits de douane de Trump, l'anticipation a fait qu'on crée un atout d'un élément qui était considéré comme une contrainte. La population, la pauvreté. L'Inde et la Chine. Quand on prend le niveau de vie de ces deux pays uniquement, on ne va pas parler du Pakistan, du Singapour, pas de Singapour, d'autres pays, mais quand on prend la situation il y a de cela une cinquantaine d'années, et comment les choses ont été prises en main, on a été dans la logique, dans la durée, dans la croissance, dans le travail, dans la mobilisation, dans l'harmonisation, voilà aujourd'hui que cette région du monde est en train de prouver que les synergies peuvent être à l'origine du développement et non pas uniquement les dotations naturelles. Exactement. On termine avec cette note de Mahfoud Koubi. C'est la fin de cette émission, de ce numéro pour aujourd'hui. C'est la fin de ce numéro d'EcoAfrique. Merci de l'avoir suivi. Je tiens à remercier Mahfoud Koubi, analyste en économie. Merci à vous. Samuel Akizibana, chef d'entreprise. Merci à vous aussi, Samuel. Merci à vous, Mazoura Lahyani. Et je vous dis à très bientôt. Voilà.